En ces temps-là, il y avait des océans de lumière, et des cités dans le ciel, et des bêtes volantes de bronze. C'est une époque riche et sombre, celle des seigneurs de l'épée, l'époque où se mouraient les ennemis héréditaires, Vadag et Nadrag, l'époque où se levait l'homme, esclave de la peur. Voilà vous. Figurez-vous que on m'a demandé comment commencer un récit de fantaisie et quelles étaient les choses à éviter sur le début d'un récit de ce genre. Un cliché classique du genre est le petit rappel historique de cet univers. Et quand je dis rappel, bien sûr, je file la litote, puisque, en général, quand on entre dans un roman de fantasy, c'est dans un univers qui est inconnu du lecteur. Ça peut se faire en 3 phrases, un paragraphe ou tout un chapitre. Et ça peut facilement devenir extrêmement pesant. En tant qu'auteur, vous ignorez en général dans quel état d'esprit le lecteur va aborder votre récit, et surtout dans quelles conditions. Vous lira-t-il pour se détendre, sur la plage, aux toilettes, dans le train? Vous n'en savez rien. S'il lit de la fantaisie, en tout cas, il est fort probable qu'il cherche le dépaysement, mais pas forcément un cours d'histoire en règle. Et surtout pas à apprendre le langage de votre univers, les 74 dynasties importantes et ainsi de suite. Alors, créer un univers, et surtout un univers qui ne s'écroule pas 3 jours plus tard, comme le rappelle l'ami Phil, est une tâche écrasante. Ça passe par l'accumulation de notes, et plus ce petit monde sera exotique, plus il y aura d'éléments à produire, du vocabulaire au calendrier, en passant par les chronologies, généalogies, géographie et autres mots en i. Bien évidemment, l'auteur aura envie de montrer à ses lecteurs son dur labeur. Pour autant, l'infliger d'un bloc, exiger de son lecteur qu'il apprenne en 5 ou 8 pages ce qu'on a mis parfois 1 ou 2 ans à décanter, c'est peut-être un peu sec. Il existe bien des façons de distiller en douceur cette masse d'informations. Une dont j'use et abuse, c'est le Candide, un personnage qui découvre au fur et à mesure un environnement nouveau pour lui. Quand il patauge, il lui faut décrire ce à quoi il est confronté, et l'un ou l'autre de ses compagnons, mieux aguerris, peut lui donner une explication opportune au détour d'un dialogue. Le lecteur voit le monde par le petit bout de la lorgnette et s'identifie forcément au Candide. Un autre moyen, pas incompatible avec le précédent, c'est le démarrage in media res, une scène d'action dont certains éléments demeureront énigmatiques et serviront à mettre le lecteur dans une forme d'expectative. Vous ne lui infligerez plus les explications, il en sera demandeur. Le risque de cette technique, c'est bien évidemment de le paumer, mais tout est une question de dosage. Après tout, on lit de la fantaisie ou de la SF aussi pour s'évader, et se perdre dans un lieu inconnu, si l'on n'y est pas en danger, c'est un plaisir en soi. Chaque découverte qui permet de retrouver son chemin constitue alors une petite victoire. Arriver à donner au lecteur ce petit plaisir de prendre lui-même ses points de repère est assez chouette, et si vous le faites bien, il en redemandera. Bien entendu, il existe tout plein de techniques pour lancer votre lecteur dans votre univers. Ces deux-là font partie des moyens éprouvés. Vous êtes là pour emmener le lecteur dans votre monde, pas pour lui faire subir un examen de naturalisation. Après, présenter votre univers en quelques lignes et mettre dans l'ambiance n'a rien d'interdit, mais faites-le bien. J'aime beaucoup le tout début des chroniques de Corum, que je vous lisais tout à l'heure, mais plutôt que de rentrer dans le détail, Moorcock essaie de nous plonger dans un temps mythique, dans un état d'esprit. C'est aussi le sens des textes déroulant au début des Star Wars, qui, quand on y réfléchit bien, n'apportent rien d'indispensable à la compréhension de ce qui suit. Il fonctionne comme l'accroche d'un conte de fées, comme un Il était une fois, d'un genre nouveau. Le chapitre à propos des Hobbits, au tout début du Seigneur des Anneaux, joue aussi ce rôle de nous plonger dans un univers autre, tout en restant sur quelque chose d'assez rassurant par rapport à ce qui va suivre. Il a un sens pour Tolkien. Par ailleurs, pas mal de lecteurs se plaignent de ce chapitre-là, dans lequel on sent bien que Tolkien, de profession, était professeur. Pour autant, je le trouve chargé d'une ironie mordante, contrebalancée par la tendresse de l'auteur pour ce mode de vie. Et je trouve ça plutôt brillant. À ce stade, c'est essentiellement une question de goût. Et de toute façon, la grande histoire de la Terre du Milieu, Frodon et ses compagnons y sont confrontés plus tard et la découvrent grâce au reste de la Compagnie de l'Anneau. Si vous devez présenter un univers de ce genre, de toute façon, trouvez votre voie et trouvez ce que vous aimeriez lire en tant que lecteur. Voilà, et maintenant, je ne résiste pas à vous donner l'accroche de la toute première histoire de Conan, séparée du texte, qui ne cherche pas tant l'indication historique ou géographique que le souffle épique par Crom. Sache, ô prince, qu'entre l'époque qui vit l'engloutissement de l'Atlantide et des villes étincelantes et celle de l'avènement des fils d'Arias, il y eut un âge insoupçonné, au cours duquel des royaumes resplendissants s'étalaient à la surface du globe. Mais le plus illustre des royaumes de ce monde était l'Aquilonie, dont la suprématie était incontestée dans l'Occident rêveur. C'est dans cette contrée que vint Conan, le Cimérien,
cheveux noirs, regard sombre, épée au poing, un voleur, un pillard, un tueur aux accès de mélancolie, tout aussi démesurés que ses joies, pour fouler de ses sandales les trônes constellés de joyaux de la terre. Bonne soirée.